Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Alors, nous retrouvons des habitués. Pierre-Yves Cadalin, qui est député de la France Insoumise du Finistère. Bonjour. Bernard Poignon, qui fut député maire de Quimper, qui a été conseiller de François Hollande, qui maintenant fait office d'historien et de chroniqueur dans le Télégramme aussi. Souvent. Et Gilles Pénel, donc ancien directeur général du RN, parti à Bruxelles comme député européen, mais néanmoins encore président du groupe RN au Conseil régional de Bretagne. Voilà. Exactement. Alors, messieurs, je voudrais d'abord qu'on parle de l'actualité d'hier au Salon des maires. Je ne sais plus d'ailleurs si je crois que c'était hier ou avant-hier. Non, c'était hier. Avant-hier. Le général Bandon, chef d'état-major des armées, a fait des déclarations extrêmement forte et vigoureuse pour dire que on devait se préparer à la guerre. C'est une petite musique qui s'est installée depuis quelques mois dans les cénacles présidentiels. Il avait été précédé par le général Burkhardt et disant en fait qu'il fallait aussi que les Français soient capables d'accepter le fait que leurs enfants pourraient mourir à la guerre. Et donc ça a jeté un froid. D'abord parce que au Salon des maires, on n'a pas l'habitude d'entendre des discours aussi militaristes. Et puis ça a provoquer un grand débat dans la classe politique. Alors, Pierre-Yves Cadalin, votre première réaction? Eh bien, je pense qu'il faut bien reconnaître la gravité du sujet, confronter la réalité des menaces qui existent effectivement, mais bien préciser qu'en l'espèce, le chef d'état-major des armées, notamment parce qu'il a dit au maire de rapporter son message dans les communes, eh bien, a outrepassé ses fonctions, parce que si ce débat doit avoir lieu, et c'est le principe républicain, il doit avoir lieu d'abord en politique, d'abord au sein de l'Assemblée nationale, d'abord dans la sphère politique, et ensuite rappeler, oui j'y viens, rappeler un principe fondamental. C'est de l'autorité militaire en République est subordonnée à l'autorité politique. Et donc Emmanuel Macron a une responsabilité vraisemblable, puisqu'il n'a rien dit depuis, dans les propos qui ont été tenus par le chef d'état-major. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut arrêter d'effrayer en permanence, et il faut surtout donner comme prospective et comme perspective à la diplomatie française celle de la paix. Je veux dire, les Français souhaitent la paix, nous défendons la paix, nous refusons la perspective de la guerre, et je crois qu'il faut prêter attention à un point. Prédire en relations internationales, souvent, c'est produire le conflit. C'est la pensée autoréalisatrice. Gilles Pénel, on dit effectivement qu'il pourrait y avoir une guerre avec la Russie dans 3 ou 4 ans. Ça vous paraît... Est-ce que les Français ont besoin d'entendre ça aujourd'hui ? Ils sont confrontés à des difficultés gigantesques dans leur vie quotidienne. Et on leur annonce que d'ici 3 ou 4 ans, il pourrait y avoir une guerre et qu'il faudrait aller mourir. Mais personne ne menace le sol national français. Personne ne menace la liberté du peuple français aujourd'hui de l'extérieur. Et le chef d'état-major de l'armée est complètement sorti de sa fonction. Clémenceau disait « La guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse aux militaires ». Le rôle d'un général à la tête de l'armée, c'est de préparer l'armée française, mais il appartient aux politiques de définir la ligne. C'est une nouvelle alarmiste. D'ailleurs, je constate que ce matin, le gouvernement rétro-pédale complètement. Ça, c'est Madame Vautrin. Une fois de plus, ils se sont aperçus du cafouillage dans ce gouvernement qui n'en est pas un. Bon, est-ce que le président de la République joue les va-t-en-guerre comme il avait profité d'ailleurs de l'invasion de l'Ukraine par les Russes pour se faire réélire, puisque finalement il n'y a pas eu vraiment de débat lors de la dernière élection présidentielle. D'abord, le chef d'état-major des armées a été maladroit, ça, on ne peut pas dire le contraire, mais il a été maladroit aussi par son imprécision. Il a oublié de dire que le service militaire est suspendu et qu'aujourd'hui nous n'avons qu'une armée de professionnels qui connaissent le risque de leur engagement. Il a oublié de dire que c'est ce que nous chantons dans la Marseillaise. Aux armes, citoyens. Allons, enfants de la paix. Nous chantons ce qu'a dit le chef d'état-major. Nous le chantons souvent dans la Marseillaise. Et puis, il a oublié de dire où est la menace, en fait. Parce que la menace, il faut la citer. Elle est à Moscou. On a affaire à un dictateur, aux méthodes fascistes et aux idées impériales. Donc il faut indiquer. Pour autant, est-ce qu'il a l'intention, il y a quand même des... C'est pas l'allemand, l'adversaire ou l'ennemi. Pas l'allemand, ça c'est sûr. Russe. Est-ce que
les Russes qui font un certain nombre de provocations. Il y a des cyberattaques, il y a des vols de drones, etc. Il y a des menées agressives. Malgré tout, on sent que l'OTAN est testée régulièrement. Bien sûr. Donc est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Pierre-Yves Cadavin? Bien sûr, je termine un peu parce que je pense que les réactions excessives dans la classe politique oublient ce que font les enfants d'Ukraine pour défendre leur patrie. C'est exactement la même chose. Il faut avoir un respect au moins de cela. Nous, on n'a pas le sentiment qu'on va être envahis, hein, mais si nous l'étions, oui, il faudrait que les enfants de la patrie entrent dans la guerre. Est-ce qu'on est conscient qu'il y a une guerre à nos portes, en fait, dans la société française aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a une conscience tout à fait claire de cette affaire et de la condamnation générale qu'il y a de l'invasion russe en Ukraine et du soutien que nous apportons légitimement aux Ukrainiens. Vous avez toujours condamné cette invasion? Tout à fait, dès le premier jour. Dès le premier jour, Jean-Luc Mélenchon a été le premier à réagir d'ailleurs à ce moment-là. Et je pense qu'il est essentiel de dire par contre qu'il faut aujourd'hui, à l'heure qu'il est, se poser la question notamment de la cohérence stratégique de l'alliance du traité Atlantique Nord. Je veux dire, les États-Unis sont dirigés aujourd'hui par un bonhomme que tout le monde considère comme erratique, imprévisible. Et c'est la première force qui est dans l'alliance de l'OTAN. Et donc l'Europe doit s'autonomiser, construire sa perspective de défense. C'est laborieux, c'est laborieux. C'est très laborieux aujourd'hui. Et je pense qu'il faut aussi ne pas oublier un point. Le contexte stratégique a complètement changé aujourd'hui du fait de la détention par la Russie et par la France de l'arme nucléaire. Ce n'est pas un petit détail, c'est l'éléphant dans le salon dont personne ne parle. Et si nous voulons la paix, c'est bien pour éviter le risque majeur d'apocalypse nucléaire. Vous n'êtes pas tout à fait sur le même... même appréciation. À l'égard de Moscou, vous étiez... S'il existait encore un gouvernement français et une diplomatie française, malheureusement, elle n'existe plus, parce que Emmanuel Macron a énormément abîmé la France, mais il a aussi abîmé la diplomatie française. S'il y avait encore une diplomatie française qui pesait comme autrefois, on interviendrait pour faire la paix, pour créer les conditions d'un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine. Parce que vous savez que qui veut la paix fait la guerre, souvent. Je voudrais vous dire prépare la guerre. Moi, j'ai emmené mes élèves pendant des générations, et j'emmène toujours mes collègues députés sur les champs de bataille de Verdun et de la Somme. Et je vois ces interminables cimetières et ces croix de jeunes de 20 ans. Et la guerre est la pire des solutions. Et moi, je crois qu'il faut tout faire pour faire la paix, et il ne faut surtout pas alarmer, créer des psychoses supplémentaires. Il a essayé au début, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron... Il a discuté longuement avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron ne dirige plus rien. Nous sommes ridiculisés sur la scène internationale à cause de lui. Sa parole n'est plus écoutée. Ça m'attriste beaucoup parce que la France a toujours été une puissance diplomatique qui pouvait intervenir sur les événements. Alors, arrêtons de faire peur aux Français. A tout faux sur toute la ligne? Non, il n'a pas tout faux. C'est quelqu'un qui a essayé, on le lui a reproché d'ailleurs, jusqu'au dernier moment, de convaincre Poutine de ne pas envahir avec ses chars et ses soldats l'Ukraine. Il a essayé jusqu'au dernier moment. Même quand la guerre a été... Oui, il a continué. Donc on ne peut pas dire qu'il a voulu la guerre. La guerre, il a essayé de l'arrêter. Comme aurait fait d'ailleurs, à mon avis, tout président français. Je signale d'ailleurs à Pierre-Yves Cadavin que dans le programme de Mélenchon, de l'Avenir en commun... Vous l'avez lu, c'est bien. Ah, j'ai lu les 4 fascicules. Il lit tout. Je ne les oublie pas. Il est question de sortir de l'OTAN. Absolument, d'abord le commandement intégré, comme le général de Gaulle l'avait fait d'ailleurs. Sortir de l'OTAN, c'est-à-dire d'isoler la... Oui, de sortir de l'Alliance Atlantique et de l'OTAN, c'est-à-dire d'isoler la France quand il s'agit de... C'est pas un peu pacifiste, ça, comme attitude? Non, c'est l'idée d'une France non alignée, parce qu'il y a un impérialisme russe, c'est évident, mais il y a également un impérialisme américain, et la France doit porter une voix indépendante. La France doit porter une voix indépendante et non alignée, pour aussi retrouver sa puissance diplomatique qui a longtemps fait son prestige à l'international, et je pense notamment au Moyen-Orient où pendant bien longtemps elle a été le médiateur général. Là, dans les négociations qui ont cours
en ce moment, dans les possibilités de paix, la France est absente, l'Europe est absente, et c'est évidemment un sujet absolument majeur. Bon, est-ce que c'est une raison pour se désarmer encore plus? Il ne s'agit pas de se désarmer. Il ne s'agit pas de se désarmer, Hubert Coudurier. Évidemment qu'il faut faire un effort dans l'armement, mais pas non plus. Je veux dire, pas non plus un effort dispendieux qui nous coûterait l'hôpital, la santé, le projet commun que nous avons dans le pays, parce que nous disposons de la dissuasion nucléaire. Je le répète, c'est tout de même une garantie. C'est là où nous ne sommes pas du tout d'accord, parce que rappelez-vous les déclarations comme le contre-budget que vous avez présenté le montre. Rappelez-vous ce que disait Marine Le Pen il y a de nombreuses années. Nous voulions augmenter le budget de la défense, nous continuons à le dire, pour que la France se dote d'une armée indépendante, alors que tous les gouvernements, y compris M. Macron, n'ont fait que de diminuer le budget de la défense. Alors maintenant, c'est reparti. Parce que on s'est aperçu que l'armée française était à l'os. Elle était à l'os. Et aujourd'hui, tous les généraux qui osent le dire, eh bien, vous direz qu'on n'est pas capable de tenir un conflit de haute intensité plus d'une semaine. Et oui, c'est ça la vérité. Alors pourquoi aller parler de guerre? Moi, je pense que ce chef d'état-major doit être sanctionné parce qu'il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Et il l'a fait en plus devant les maires qui ont des monuments aux morts devant eux tous les jours, avec la liste interminable de ceux qui sont morts pour la patrie. Alors, Marine Le Pen soutient Donald Trump qui a imposé un objectif de dépenses de 5% du PIB à tous les pays de l'OTAN, dépenses qui vont être fléchées vers l'industrie américaine. C'est dépenses. Non, mais attendez. Sur la politique étrangère, finalement assez proche. Non, pas du tout. Ils sont alignés sur les États-Unis et 5% du PIB, c'est pour l'industrie nord-américaine, pas pour les capacités industrielles de la France. Nous considérons que l'ennemi principal, il est à l'intérieur. Alors justement, laissez-moi arbitrer. Attendez, 2 secondes. L'habitude avec vous. La guerre, on a une guerre intérieure aujourd'hui, c'est le narcotrafic. Vous avez vu ce qui se passe à Marseille. Il y a ce samedi une marche blanche à cause de la mort de Mehdi Kessaki, qui a été abattu. C'est un message qui est envoyé à son frère, qui est un militant politique et qui se bat contre le narcotrafic. Le ministre de l'Intérieur était vendredi, ou plutôt jeudi, il est allé à Marseille pour annoncer effectivement qu'il reviendrait tous les mois. Est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été prises, notamment la création d'un parquet anticriminalité, seront suffisantes pour enrayer ce fléau qui nous rattrape aujourd'hui, qui a été d'abord l'apanage des États-Unis. En Italie, il y a eu également énormément d'assassinats mafieux. Est-ce que vous pensez que les efforts qui sont faits en la matière sont suffisants pour lutter contre cet ennemi de l'intérieur qu'est le narcotrafic ? Moi d'abord, je tiens à apporter tout mon soutien à la famille d'Amine parce qu'elle est doublement endeuillée. C'est son deuxième frère qui a été tué. Brahim, et ici à Brest, je tiens aussi à témoigner tout mon soutien aux proches de la famille Soulaïma, parce qu'ils ont perdu un enfant, un jeune de 20 ans, et c'est absolument terrible, ainsi que aux enfants laissés seuls par ce drame terrible du féminicide qui est intervenu la semaine dernière à Brest. Donc je pense qu'il est important de noter qu'il y a une solidarité nationale qui à ce moment-là bien entoure les familles. Pour ce qui est de la question politique et de la lutte contre la criminalité organisée, qui a effectivement sa dimension de trafic de drogue, mais les trafics sont liés entre eux. Eh bien, il y a le trafic d'êtres humains et en général, tous ces trafics sont liés entre eux. Eh bien, il faut frapper fort et pour cela, il faut mettre des moyens. Et notamment des moyens pour les manifestations. Arrêtez vos mensonges, vos fausses nouvelles. Mais vous voulez désarmer la police? Nous voulons que la police ne soit pas armée pour la répression des manifestations. Pour la répression des manifestations, vous entendez bien? Voilà. Oui. La police, ça, pas si en clair, revanche, si, c'est très clair, mais c'est bien parce que comme ça, je peux dévoiler vos mensonges en direct. Mais non, vos mensonges, par ailleurs, c'est que vous n'aimez pas la laissez-moi police. terminer. Parce que ce sujet est grave. Eh bien, les effectifs de la police judiciaire doivent être augmentés parce que ce qu'il manque, ce sont des moyens d'enquête. Et je vous invite à lire la tribune d'Amine dans Le Monde, dont le frère vient de mourir. Eh bien, il dit, d'une certaine façon, ce que nous disons. C'est-à-dire que là où les services publics reculent, eh bien la délinquance avance. Et il dit il faut des moyens dans l'école, il faut des moyens dans les services publics en général, il faut des moyens d'enquête dans le CESA. Et pour cela, il faut changer la cohérence générale de la politique économique qui est menée. Oui, d'accord, mais le problème, c'est qu'il y a des arbitrages à faire. Ça ne suffit pas la communication et les opérations place nette. Ça ne sert à rien. On est d'accord. Gilles Penel. Moi, je pense que le développement du narcotrafic, dont j'entends certains qui disent qu'on aurait déjà perdu la guerre, c'est la responsabilité de ceux qui nous gouvernent depuis tant d'années. Nous payons
des années de laxisme judiciaire. Nous payons cette immigration massive, incontrôlée, qui a rendu des quartiers en dehors de la République. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Alors on parle de Marseille, mais on paye mais le moi je recul de voudrais la vous parler de République, Rennes des et de services Brest, publics. où dans Arrêtez les mêmes vos quartiers, obsessions racistes. s'il vous plaît, dans les mêmes quartiers à Brest et à Rennes, on a des enclaves étrangères où finalement la République a disparu. Mais vous y allez, vous y allez oui, mais vous n'êtes Moi, pas je vais au républicain. porte-à-porte à grande Bellevue, à différence entre Fontaine-les-Aines. vous et moi, vous n'êtes pas républicain. Vous avez toujours Donc combattu vous, la vous êtes République. satisfait Pas que la tous en même République, temps. vous êtes satisfait que la République recule dans les quartiers parce que vous avez d'autres amis dans ces jamais les quartiers. pieds. Moi, je veux rétablir la République dans ces quartiers. Il faut aussi s'en prendre au blanchiment de l'argent de la drogue. Parce qu'il ne faut pas s'en prendre seulement aux petits trafiquants, bien évidemment. Il y a de nombreux commerces, restaurants, dont je ne citerai pas le nom, dont tout le monde sait que ça blanchit l'argent de la drogue. Qu'a-t-on fait contre ça? Rien. Il y a quand même des efforts qui sont faits. Attendez, Bernard, vas-y, attendez, laissez la parole à Bernard quand même. oui, quand même. Bernard, en fait, même s'ils s'opposent Oui, mais vous avez frontalement, vu... ils sont assez d'accord quand même. Vous avez vu... Non? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Non, quand je parle d'immigration, monsieur n'est pas d'accord. non. Ça c'est sûr. Vous Alors, avez vu la forme du débat Penel-Cadalin. Oui. Imaginez Le Pen-Mélenchon au second tour de la Bardella, présidentielle. Mélenchon. Ou Bardella. Voilà la nature du débat. Celle que moi je veux éviter. Les vrais problèmes. Dialogue de Je sourds. voudrais vous luttez deux contre autres. l'extrême droite. J'en voudrais. Non. Les vrais problèmes, monsieur Non, laissez Poignant. parler Je voudrais deux le autres. professeur Je voudrais deux autres. Voilà. Poignant. Et concernant le narcotrafic, il faut s'en prendre aux consommateurs aussi. Il ne faut jamais oublier les consommateurs. Il faut travailler avec les pays producteurs. Ça ne vient pas de rien. On n'a plus de frontières, monsieur Poignant. On n'a plus de frontières. Oui, ben, il faut, sur cet aspect-là, il en faut des Rétablissons les frontières. Il faut s'en prendre au trafic d'armes, parce qu'avec quoi on tue? Pas avec des pistolets à eau, hein. Avec des mitraillettes, avec des mortiers, des calaches, des armes de poing. Mais qui arrivent Donc, de en fait, l'Est. il y a toute une série de batailles à mener qui concernent les consommateurs, les blanchiments d'argent, comme dit Gilles C'est Penel. un travail de longue haleine. Ah oui, mais c'est pas un travail d'une semaine, ça c'est vrai. C'est un travail de longue haleine pour que la mafia, aujourd'hui concentrée sur Marseille, ne se développe pas dans toute la France. Est-ce qu'on n'est pas victime, finalement, en France, alors chacun dans le débat politique a ses arguments, de cette mondialisation qui nous a apporté les crises financières, le Covid et le narcotrafic? La French Connection, maintenant, en fait, les dirigeants, ils sont à Dubaï et ailleurs. Donc est-ce qu'on n'est pas, Gilles Penel, est-ce que c'est pas la conséquence de la mondialisation? Mais la formation auquel j'appartiens, le Rassemblement national, depuis les années 90, a critiqué cette mondialisation à outrance, mondialisation libérale, et qui a conduit à ouvrir toutes nos frontières. Aujourd'hui, on rentre et on sort de notre pays en toute liberté, y compris les armes, la drogue, les trafics d'organes dont on ne parle pas assez. Et ça, c'est la responsabilité de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui gouvernent l'Europe aujourd'hui. Il faut rétablir des frontières, il faut protéger notre territoire et rétablir les lois de la République et mettre fin à la folle politique de l'immigration. Bon, il y a un autre aspect de la mondialisation, c'est les échanges. Et d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que Donald Trump avait un comportement erratique. Lui, il veut rétablir les droits de douane. Quand on voit l'histoire du Mercosur, qui va avoir un impact sérieux sur nos agriculteurs, et notamment sur les producteurs de volailles ou de viande bovine en Bretagne, on voit finalement que la France est un peu désarmée. Le chef de l'État semble changer de position d'une semaine sur l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je note d'abord avec intérêt et un peu de consternation que Bernard Poignant place à équivalence la gauche et l'extrême droite, ce qui est un très dommageable dans le combat antifasciste qui doit réunir l'ensemble des républicains dans ce pays. Par ailleurs, je veux tout de même préciser sur ce que vous avez dit sur la mondialisation et le trafic de drogue que il faut bien se dire que le phénomène n'est pas non plus absolument nouveau. Du temps de la France-Afrique, il y avait précisément la French Connection, précisément avec des implications de personnes, n'est-ce pas, qui n'étaient pas immigrées sur le territoire. Hein. Donc il faut arrêter quand même de tout confondre, de tout mélanger, d'entretenir une confusion générale, de dire que les problèmes d'insécurité sont toujours liés aux immigrés, parce que les gens savent très bien que ce n'est pas vrai. Les gens savent très bien que ce n'est pas vrai. Vous voulez juste diviser le pays, entretenir la haine, comme Le Pen et compagnie.
Sur le Mercosur, eh bien, vous voyez, nous sommes la semaine prochaine dans la semaine de la niche parlementaire de la France Insoumise, c'est-à-dire la journée réservée à nos propositions. Il y a une proposition de résolution qui invite le gouvernement précisément à prendre une position ferme contre le Mercosur, parce que ce traité de libre-échange met en danger tous nos agriculteurs et ensuite, en plus, favorise la déforestation en Amazonie et détruit aussi des emplois là-bas. Donc on verra bien qui votera. Jeudi prochain, on vote. Ok. Est-ce qu'on peut encore pratiquer la politique de la chaise vide, comme De Gaulle en son temps? C'est possible encore dans une Europe à 27? Ce vote à l'Assemblée nationale à l'initiative de l'EFI ne servira à rien. Je vais vous dire pourquoi, parce que tout se passe à Bruxelles. Tout se passe à Bruxelles. C'est à Bruxelles que se réunira le Conseil des chefs d'État et le vote du Parlement européen. Aujourd'hui, la France a renoncé, par la voix d'Emmanuel Macron, à se battre contre le Mercosur et abandonne nos paysans à une concurrence totalement déloyale. Et je pense, vous l'avez dit, monsieur, avec grande justesse, à nos secteurs de la volaille et de la viande bovine en Europe qui vont subir un coup contre lequel ils ne pourront pas lutter. Alors oui, nous avons deux propositions. Si Madame van der Leyen veut nous imposer le Mercosur avec d'autres, il faut, oui, à la politique de la chaise vide, et il faut cesser les versements de la France à l'Union européenne, ouvrir un bras de force en disant nous ne pouvons pas accepter que pour vendre des voitures allemandes, on va tuer nos paysans. Très bien. Bernard Poignot, est-ce qu'on peut encore s'extraire de la mécanique européenne, finalement? Est-ce que toutes ces propositions de retour à une certaine souveraineté, dont certains disent que ça sent bon la nostalgie, est-ce qu'on a encore une marge de manœuvre? Quand je regarde le programme du RN et de LFI sur l'Europe, allez, toujours la même rengaine. Il y a quelques années, c'était la France doit sortir de l'Union européenne. Ça n'a jamais été inscrit ainsi. Vous lisez décidément mal les programmes. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Oui, mais depuis que Cadalin est député, c'est très difficile d'en placer une. La fonction ne donne pas un droit de parole d'empêcher les autres. Avant déjà. Oui, mais je vais le répéter. Il y a plus que 3 minutes d'émission. Je vais le répéter. Et donc, tous les deux ont maintenant une autre stratégie. Celle du RN, c'est de dire nous allons diminuer la contribution française. Non, on va ouvrir un bras de force. Voilà, on va ouvrir un bras de force. C'est quand même un combat de l'intérieur. Oui. Okay. Et les filles disent nous allons désobéir au traité européen. Le résultat est le même. C'est ouvrir le chemin vers la sortie de la France de l'Union européenne. Et vous êtes pour le Mercosur? Penser aux réactions des autres. Vous êtes pour le Mercosur? C'est petit à petit le chemin. Et donc je pense que c'est une erreur de prendre un chemin qui, au bout du compte, isolerait la France. Vous êtes pour le Mercosur, évidemment, moi je ne suis pas dans ces débats-là. Il faut que la France réussisse à construire sa minorité de blocage, si elle le veut, au Parlement, au Conseil européen, elle le peut. Elle ne le veut pas. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Je peux en placer une? Oui. Impuissance au niveau européen. Impuissance à l'égard du narcotrafic. Impuissance à l'égard des Russes, quelque part. Et est-ce qu'on va être capable d'accoucher d'un budget, Pierre-Yves Cadalin? On parle de plus en plus d'une loi spéciale qui viendrait faire en sorte que tous ces mois de débat n'auront servi à rien. C'est intéressant ce que vous dites en parlant d'impuissance, parce que en réalité, si nous voulons retrouver pour la République et la République sociale de la puissance, eh bien, il faut trouver des recettes. Donc, c'est directement lié au débat budgétaire. Et pour cela, eh bien, il faut prendre acte du fait que sous Emmanuel Macron, les 500 plus gros patrimoines de notre pays ont doublé leur fortune, qui est désormais à 1200 milliards d'euros, et qu'il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Sinon, nous ne reconstruirons pas nos services publics, ni l'école, ni la police, ni la justice, ni la diplomatie. Miracle, ça, mais... Et donc, c'est qu'il y a deux logiques. C'est qu'il y a deux logiques politiques qui s'opposent dans le pays. Celle que nous proposons, qui rompt avec la politique de l'offre et de démantèlement des services publics, celle qui rompt avec l'appauvrissement de l'État, et de l'autre côté, ceux qui souhaitent continuer à faire pleuvoir l'argent public sur les grandes entreprises, etc. Et vous voyez, pour qu'on puisse avoir des bons soins, être accueilli aux urgences à temps, etc., il faut changer de fusil d'épaule sur la politique économique. Augmenter les impôts de 34 milliards, mais en fait, ça incluait la taxe sur les multinationales. Nous, on de nous accuse 26 milliards. de tout. On nous accuse de tout. Même quand il neige, on dit que c'est la faute du Rassemblement national. Alors nous avons une politique très claire. C'est lutter justement contre l'impuissance
de ce gouvernement, l'impuissance de M. Macron. Nous voulons baisser les impôts, baisser les charges sur les citoyens et les petites et moyennes entreprises. Alors parce pourquoi que ce cette pays taxe sur les est en train de multinationales qui est inapplicable? mais parce que il y a de la désinformation concernant le Rassemblement national. Nous n'avons rien à voir avec la France insoumise qui veut pénaliser les producteurs, qui veut pénaliser les entreprises. Nous voulons au contraire que nos chefs d'entreprise créent de la richesse en France, créent de l'emploi. Il faut tourner la page d'Emmanuel Macron. Encore quelques mois, ça vient. C'est pas avec vous les salaires vont augmenter. Est-ce que finalement, cette loi spéciale, c'est pas la meilleure manière de mettre tout le monde d'accord? C'est-à-dire que finalement, on va reconduire le budget de l'an dernier puisqu'il n'y a pas de majorité. Moi, ma préférence, ce serait d'utiliser le 49.3. Pourquoi ne pas l'utiliser? Il a dit non. Non, il a dit non, mais c'est pas parce qu'on peut changer d'avis. Parce que je préférerais carrément que le gouvernement mette en jeu son existence. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, les parlementaires, les uns veulent augmenter, les autres veulent pas, etc. Ben, le 49.3, c'est un... Pour finir, juste un mot les uns et les autres. La dissolution, vous étiez pour les uns et les autres, là, enfin tous les deux, finalement, elle s'éloigne. Ce qui ne s'éloigne pas, c'est la crise politique dans laquelle Emmanuel Macron a plongé le pays. Oui, et il faut effectivement qu'elle soit tranchée démocratiquement, comme c'est normal en démocratie. Mais tout le monde a compris que c'était Macron la source. Vous non plus. Écoutez, moi je pense qu'elle peut arriver à tout moment. Parce que la vie politique actuelle est tellement imprévisible que nous sommes prêts au Rassemblement national à cette dissolution. Nous sommes prêts à des élections législatives et nous sommes prêts à gouverner la France pour tourner définitivement la sombre page d'Emmanuel Macron. En attendant, c'est le PS qui gouverne la France? Non, le PS ne gouverne pas du tout la France. Le PS est un il essaie d'engranger les petites victoires. Il est un groupe comme on est un groupe sous la 4ème République. C'est exactement ce qui se passe, quoi. On négocie au mieux ce que l'on veut. Et ce qui me frappe aujourd'hui... Vous êtes redevenu la SFIO, j'ai bien compris. C'est un petit peu ça aujourd'hui. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'indifférence totale des parlementaires au niveau de la dette. C'est-à-dire que l'an prochain, on va payer 70 milliards aux rentiers. Voilà que la gauche va financer les rentiers. Merci Bernard Poignant, merci Pierre-Yves Cadalin, merci Gilles Pénel. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Et en attendant, on se retrouve d'abord avec Christophe Boucher lundi qui recevra Dominique Cap, le président de l'Association des maires du Finistère. À bientôt, bon week-end.